This episode is brought to you by Nespresso. Gift magical mornings with Nespresso Virtuo Pop. Compact and stylish, Virtuo Pop is made to meet every morning coffee craving. From espresso to coffee, hot or iced, at the click of a button. And celebrate the season with Nespresso's limited edition coffee flavors. Sweet almond and hibiscus, cinnamon and candied tamarind, and festive double espresso. Magic in the making. Shop the holiday gift collection exclusively at Nespresso.com. Bonjour les runners, bonjour les sportifs, bonjour au petit monde de la course à pied, c'est Seb et c'est avec un grand plaisir que je vous retrouve pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Alors même si les températures sont en train de baisser, que l'hiver s'installe, mon invité du jour n'est pas quelqu'un qui a froid aux yeux. Comment passe-t-on d'un simple 10 km couru en 1h15 à 83 marathons d'affilée à travers l'Europe ? Eh bien c'est la question que pose l'incroyable parcours de mon invité du jour, Claude Cazes. Un homme qui, enfant, ne pouvait presque pas faire de sport à cause de l'asthme, qui a grandi avec un genou fracassé après un accident et à qui l'on a souvent répété que certaines choses ne seraient pas possibles pour lui. Pourtant, aujourd'hui, il traverse des pays en courant, comme l'Irlande dernièrement, pour défendre des causes humaines. Il court pour les autres, mais aussi pour aller au bout de lui-même. Porté par son intuition et une discipline héritée de la Thaïlande, à travers la boxe thaï, et de la Légion étrangère. Son mental, Claude se l'est littéralement construit pas à pas. Dans cet épisode, Claude Cazes nous raconte comment il est possible de construire sa vie à force de volonté, comment on transforme chaque contrainte en apprentissage et comment on crée des routines qui protègent son corps mais surtout libèrent l'esprit. Il nous démontre pourquoi vraiment chacun peut repousser ses propres limites. Un échange qui est rempli d'humilité, que j'ai pris plaisir à enregistrer. Beaucoup d'énergie, beaucoup d'humanité pour lesquelles, Claude, je te remercie. Alors, préparez-vous à l'aventure et si vous voulez prolonger cet échange, vous retrouvez tout le parcours de Claude dans son livre Horizon Infini, tout juste paru aux éditions Albin Michel. Claude Cazes, le Forrest Gump français, courir pour aider, courir pour vivre, c'est le nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes pour lequel je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Claude, merci d'être l'invité du podcast À côté de mes pompes. Aujourd'hui, on va parler de défis, de solidarité, de partage à travers ton parcours. Déjà, ma première question, comment vas-tu au surlendemain d'une aventure qui t'a fait traverser l'Irlande ? Bonjour Sébastien et merci pour cette invitation à ton podcast que j'attendais avec impatience. Comment je vais ? Je vais bien. Je suis toujours très heureux en fait de pouvoir partager tout ce que j'ai pu vivre. Et d'ailleurs, c'est ce que je fais sur les réseaux sociaux puisque je partage mon quotidien à chaque fois que je fais une traversée d'un pays. Alors j'ai une petite phrase qui va bien, c'est que quand on me pose la question de ce que je fais dans ma vie, je traverse le monde en courant pour des causes. Et donc là, il y a eu la traversée de l'Irlande très récemment pour une magnifique cause qui s'appelle en anglais EB, donc la lettre E et B, qui veulent dire épidermolyse bulleuse. C'est une maladie incurable de la peau. Et j'ai couru pour une personne et une cause en même temps. La personne, c'est Emma Fogarty, qui est une personne qui est très connue, je ne le savais pas avant de la contacter, en Irlande. Et la cause, l'ambassadrice, elle est ambassadrice en fait de la cause, qui s'appelle Debra Irlande. Voilà. Et bon, comme souvent en fait dans les challenges que je m'impose, déjà c'est jamais les mêmes. Même si les pays sont plus courts, même si les climats changent, voilà, c'est jamais les mêmes. Je pensais que 13 jours de marathon serait plus simple que 83 dont on parlera certainement de la traversée de l'Europe jusqu'en Turquie. C'était faux. Et d'un côté, je suis très content d'avoir pu vivre ça. Et d'un autre côté, ça me remet un peu, on va dire, à ma place au niveau des entraînements, au niveau de plein de choses que je pensais être acquises. Et là, je me dis non, en fait, tu t'es focalisé sur certains entraînements et pas sur d'autres.
qui m'ont fait défaut justement sur ça. Et c'est là où on voit qu'il faut vraiment être très dense, mais surtout très équilibré dans ses entraînements, sans oublier la partie supérieure de son corps qui est inférieure, qui permet justement ce fameux équilibre dont on a besoin pour pouvoir être à l'aise sur n'importe quel parcours. Donc j'en ressors avec une tendinite, une très grosse tendinite, inflammation du ligament genou gauche, que j'ai eu tout de suite 2-3 jours après le départ, mais que j'ai réussi à éteindre grâce à mon meilleur ami que tu découvriras aussi dans le livre, hein. D'ailleurs, livre qui s'appelle Horizon Infini, qui est édité chez Albin Michel, c'est les glaçons. Voilà, c'est vraiment mes meilleurs amis à chaque fois que j'ai des problèmes, on va dire physiques, que ça soit au niveau du genou, genouillère ou périostite, chaussette. Je mets à l'intérieur, j'attends que ça fasse effet et puis je peux continuer. Alors je pense qu'au-delà des glaçons, Claude, tu es quelqu'un qui doit disposer quand même d'un gros mental. D'où vient ce mental? Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur Bien sûr. ce qu'était Claude avant qu'il ne découvre la course à pied, puisque c'est très récent. En regardant tes défis, en regardant ce que tu as accompli sur ces dernières années, je me suis dit, ça, c'est quelqu'un qui court depuis longtemps, qui a l'expérience. Mais non, pas du tout. Donc, si on fait un petit rétro-planning, qui était Claude quand il était petit et quelles ont été tes autres vies? Parce que je pense qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de chapitres qui viennent aujourd'hui construire l'homme que tu es. Ouais. Alors, le petit garçon que j'étais, j'ai toujours été un grand rêveur et je le suis toujours. Euh, un aventurier dans le village où j'ai grandi, à côté de Béziers. Alors, je suis né à Béziers, je suis resté quelques temps sur Béziers, et puis après, on a déménagé dans un village juste à côté. Et c'était à l'époque que des champs, en fait, quasiment partout. Donc, pour des enfants qui habitent dans un village où il y a des champs partout, ben, ça prête à l'aventure. On s'imagine plein de choses et on essaye d'en créer d'autres autour de nous en construisant un peu des cabanes ou ce genre de choses. Donc il y avait vraiment ça. Et puis quand on est un enfant et surtout à l'époque des années 80-90, on a découvert beaucoup de choses. Beaucoup de choses sont sorties justement dans les années 90, le Club Dorothée, avec tous ces mangas, tout ça, qui ont permis à ma génération de grandir et je vais dire, de continuer de rêver, mais vraiment encore rêver encore plus grand que ce que l'on pensait. Puisque quand on parle de Dragon Ball Z, moi je suis un fan incontesté. Là, tu vois, là sur mon t-shirt, sur mon sweat, j'ai Zelda parce que je suis aussi un geek. Quand j'ai un peu d'heures je joue à ma PlayStation. Et, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de garder cette âme d'enfant et je trouve que c'est vraiment important. On en reparlera d'ailleurs pourquoi. Euh, et l'enfant que j'étais, donc, était vraiment un aventurier, pas un sportif malheureusement. En tout cas, j'aurais voulu l'être, mais j'ai pas pu l'être parce que j'étais asthmatique sévère. Et du coup, j'avais ce gros souci au niveau pulmonaire et qui ne me permettait pas de pouvoir faire ça. Et quand on retrace un peu et qu'on refait le l'aparté entre l'enfant asthmatique sévère et aujourd'hui il traverse des pays en courant sans avoir aucun problème d'asthme, c'est quand même pas rien. C'est que il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses surtout à essayer par soi-même, et ça c'est vraiment très important. Alors, ce côté aventurier t'a conduit un petit peu plus jeune vers la Thaïlande, où tu as expérimenté l'apprentissage de la boxe thaï. Ensuite, l'entrée dans la Légion étrangère. Qu'est-ce qui t'a poussé à aller vers ces horizons? Alors, pas infinis, parce que ceux-là, ils étaient vraiment choisis. Comment on peut expliquer ce goût de l'aventure vraiment vers des choses que tu as envie de découvrir? Découverte de la boxe, la Légion, c'est également une découverte. Comment c'est venu? Est-ce que tu peux expliquer aux Bien auditeurs, sûr. parce que on est là pour vraiment te mettre en lumière, mais que tu expliques vraiment tous ces rouages qui te construisent aujourd'hui. Alors, c'est vraiment une très bonne question et surtout c'est une question qui ne revient pas très souvent dans les interviews, en tout cas de cette façon de l'amener, parce que
Sans prétention aucune, je dirais que j'ai un parcours atypique, mais j'ai surtout des choix atypiques. Pourquoi? Parce que depuis tout petit, de cette âme d'aventurier et de grand rêveur jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours suivi mes intuitions. Et ça, je pense que c'est une particularité que j'ai et que certaines personnes ont, mais pas beaucoup de personnes en fait vont les suivre ou vont les écouter. Et si c'est le cas, ça va être plutôt enfant parce qu'on s'écoute souvent. On écoute souvent ces petites voix que l'on entend ou ces images peut-être que l'on peut voir à certains moments. Et puis au bout d'un moment, le, on va dire le système et la réalité qui est autour de nous et les gens aussi nous essayent de nous rattacher, nous maintenir, on va dire, à la terre et au sol et à leur réalité. Moi, j'ai décidé déjà tout petit, et je reviens vraiment sur une toute petite anecdote, puisque tu m'as tendu cette perche. En fait, en plus d'être asthmatique sévère, j'ai eu un très grave accident à l'âge de 8 ans, où j'ai été renversé par une voiture, juste devant chez moi en plus. Et ce qui m'a fallu en fait avoir de très gros problèmes au niveau de mon genou gauche, genou droit, pardon, et où les médecins en fait étaient très pessimistes au niveau des diagnostics, puisqu'ils vont me dire à la fin que je ne pourrai plus faire du sport comme tous les autres enfants à cause de ce problème-là. Et j'ai marché en fait avec une canne en allant à l'école, voilà, pendant des mois et des mois. Et c'est vrai que quand on est dans cette génération, quand on est un enfant et quand on va à l'école primaire à ce moment-là, voir un autre enfant avec une canne, comme si c'était un petit vieux, c'est très difficile. On sait que les enfants peuvent être très solidaires et en même temps avoir un peu de méchanceté, mais sans mauvais fond. Et c'est un peu ce que j'ai vécu à ce moment-là. Et, et ça m'a personnellement vraiment touché. Donc j'ai décidé à un moment donné de dire non. Non, parce que j'entendais encore ces petites voix qui me disaient t'es pas obligé en fait d'écouter les autres pour pouvoir vivre ce que tu as envie de vivre. Et vraiment, je dis ça en tant qu'adulte, mais je l'avais vraiment en tant qu'enfant. Tout ce que je dis, tous les mots que je répète aujourd'hui, ce ne sont que des mots que j'ai entendus et ressentis petit. Donc j'ai décidé de jeter la canne et j'ai dit à ma mère, c'est fini maintenant, je ne veux plus écouter ou laisser les autres décider à ma place de ce en quoi je dois croire. Et à partir de ce moment-là, bon, ça veut pas dire que j'ai commencé à courir, hein, pas du tout, hein, mais ça veut surtout dire que j'ai choisi, et je pense que c'est important, j'ai choisi à ce moment-là de dire, bon ben, on me dit que je ne pourrai plus faire des sports. Et là, à ce moment-là, j'avais demandé à ma mère de m'inscrire en fait à un club de foot qu'il y avait dans mon village. Alors oui, depuis tout petit, cet accident, je cours et je marche comme un canard. J'ai vraiment les pieds très à l'extérieur. Et ça se voit de toute façon dans ma course. Mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui de pouvoir traverser des pays pour des causes. Et, hum, et donc, je voulais mettre cette petite anecdote en avant parce que je trouvais que c'était important pour t'expliquer le pourquoi, en fait, de comment je suis arrivé à faire la Thaïlande et la Légion. La Légion, à 12 ans déjà, en fait, j'étais avec mes cousins et il y avait des légionnaires, en fait, qui passaient pas très loin. Et là, j'ai eu un genre de flash, encore une intuition, où je me voyais, en fait, dans les habits qu'ils portaient. Les fameuses tenues, en fait, grisâtres avec le képi blanc. Et je me voyais vraiment à l'intérieur et j'ai dit fort, en fait, à mon cousin, et donc les légionnaires l'ont entendu à ce moment-là, un jour, je serai légionnaire. Et là, il y a un légionnaire très ancien. Alors, aujourd'hui, je sais que c'était un grade de caporal-chef qui vient me voir et me dit je, je, je te déconseille de rentrer à la Légion parce que quand tu dois y rentrer, en fait, tu ne dois plus avoir de famille. Ta seule famille, ça sera les légionnaires qui seront à tes côtés. Et comme il me voyait avec mon cousin, avec des gens autour de moi, c'est la raison pour laquelle il s'était dirigé, il m'avait expliqué ça. Et je lui ai dit de toute façon que vous disiez ça aujourd'hui ou pas, un jour j'irai. Et quand il a vu cette détermination, il m'a dit alors j'espère un jour qu'on se croisera. Voilà. Et, et depuis ce jour-là, j'ai toujours gardé en mémoire
ce moment où j'irai. Sauf que, comme j'écoute toujours mes intuitions, je les suis à la lettre. C'est-à-dire que quand je sens que c'est le moment, j'y vais. Si je ne sens pas que c'est le moment, je n'y vais pas. Et je trouve que ça, c'est important. C'est quelque chose que même dans la course, on ne parle pas souvent. Je pense que tu peux en témoigner avec toutes les personnes que tu as interviewées. Moi, je trouve que l'intuition peut apporter quelque chose que les gens ne vont pas forcément, euh, on va dire, mettre en avant. Moi, c'est ce que je fais depuis tout le temps et c'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. Et donc là, tu citais la Légion, mais juste avant, effectivement, il y a eu la Thaïlande. Comment j'en suis venu à la Thaïlande? En fait, quelques mois avant, j'avais travaillé sur Paris, sur les bateaux croisières, et, euh, et j'arrivais presque en fin de parcours de ce gros contrat que j'avais sur ce travail. Et en fait, je me pose souvent ces questions à voix haute. Et ça fait une différence. Parce que tu le découvriras dans le livre. En fait, je me parle à moi-même, je parle à mes cellules, vraiment, je parle à mon corps. Quand j'ai besoin d'endorphine ou de créatine ou de quoi que ce soit dont j'ai besoin euh, dans le corps dans lequel je suis, parce que j'estime que c'est une machine et qu'on est juste à l'intérieur de cette machine, de ce vaisseau, eh ben, je vais le demander à mon cerveau en fait de sécréter ce dont j'ai besoin pour endormir une douleur, pour euh, je cherche le mot, pour avoir plus de force, plus de puissance en fait, voilà. Et je parle aussi à l'univers. Alors c'est très bizarre dans ce monde du coureur de dire qu'on parle à l'univers, mais encore une fois, les gens le découvriront aussi dans le livre. J'explique qu'à un moment donné, quand je suis en Italie pendant toute la traversée, je me tape en fait une quinzaine de jours de pluie torrentielle. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose où tu n'y vois quasiment pas à 1 mètre devant toi parce que c'est tellement fort et j'ai vécu ça toute la traversée de l'Italie. Et franchement, comme j'étais en short et en t-shirt, parce que tu le sais, on va certainement en parler aussi, je cours en tenue de Forrest Gump et je n'ai qu'un poncho. Et donc, c'est pas que j'ai froid parce que je suis entraîné pour, ça, il y a pas de souci. Mais c'est quand même très contraignant de courir sous la pluie déjà, mais surtout de courir sur une pluie qui est vraiment battante, quoi. Tu vois, tu n'y vois rien, t'as les véhicules qui passent et qui te collent, et ils te voient même pas parce que j'ai même pas du réfléchissant dans mon dos. Mais j'ai quand même confiance en moi, j'ai quand même confiance en l'univers, je me dis, je suis sûr de moi, j'y vais. Et je demande au bout d'un moment, parce que j'en ai marre, je demande à haute voix, ça serait bien, et quand ça, je le fais quand je franchis la frontière slovène, je dis j'en ai marre maintenant, donne-moi du soleil, et j'aimerais que tu me le donnes, et je le dis tous les jours qui passent après, j'aimerais que tu me donnes ce soleil, cette chaleur dont j'ai besoin, jusqu'à la fin. Eh ben, je te le donne en mille, dès que je franchis la frontière slovène, en fait, j'ai du soleil jusqu'à la fin, je n'ai plus une goutte de pluie. Et là, je rétro-pédale et je reviens donc sur ce que je te disais sur la Thaïlande. La Thaïlande, ça s'est passé exactement pareil. Je parle à haute voix, je demande en fait un peu à l'univers pour essayer d'avoir un peu une réponse intérieure en fait. C'est ça en fait. La réalité, c'est que les réponses, on les a à l'intérieur de nous. Mais extérioriser les vibrations, donc des ondes qui sortent de notre voix, permet, je pense, pouvoir avoir un peu un miroir réfléchissant sur tout ce qui nous entoure et nous revenir à un moment donné avec une grosse intensité, avec une grande amplitude. Et c'est ce que j'ai eu pour la Thaïlande. J'ai vu en fait vraiment la Thaïlande en image devant moi avec le nom écrit en gros et je savais qu'il fallait que j'aille là-bas. Claude, à travers donc ces moments de vie, comment ta famille l'a accueilli quand tu leur dis bon bah là je rentre dans la Légion ou un petit peu avant je pars en Thaïlande? Hmm. C'est des choix personnels. Tu as réussi à te sortir finalement de cette zone de confort. Arrivé en Thaïlande, est-ce que tu parlais le thaïlandais? Est-ce que tu parlais l'anglais pour te faire connaître? Du tout. En fait, je suis passé pendant plusieurs mois, les premiers mois où je suis arrivé en Thaïlande, pour un insociable, pour quelqu'un qui était égoïste, égocentrique, qui ne voulait pas se mélanger aux gens, uniquement parce que je ne parlais pas
ne serait-ce que l'anglais. Le thaïlandais, je peux le comprendre parce que j'étais pas thaïlandais, mais l'anglais qui est une langue internationale et que l'on apprend en école, je le parlais pas parce que à l'école je voulais passer pour un clown et je voulais simplement m'amuser. J'avais pas envie. Voilà, est-ce que c'est uniquement le système dans lequel on est au niveau scolaire, donc l'instruction qui donne pas envie parce que ça donne beaucoup d'heures toute la journée? Je pense aujourd'hui que oui, en tant que parent, je te dirais oui. Quand je vois l'Irlande que j'ai traversée, j'ai rencontré plein de gens où je vois leur système éducatif, comment il est scolaire. Je me dis qu'en fait en France on n'a rien compris et que pour te donner vraiment une petite anecdote, j'étais chez une personne, une amie qui travaille, c'est une Française qui travaille en Irlande. Son fils a 6 ans, ils apprennent à lire à 3 ans. Et ils sont très fluides en ayant l'école que le matin. Bon voilà, c'était vraiment une petite anecdote. Et donc oui, ça me donnait pas trop envie. Et dans les matières où j'avais envie, en fait, j'excellais. J'étais le meilleur en fait. C'était pas parce que j'étais nul ou pas intelligent, c'est juste parce que je n'avais pas envie. Et comme je n'avais pas envie, en fait, je mettais rien du tout, j'apprenais rien, bon, voilà. Ce qui a fait que quand je suis arrivé en Thaïlande, effectivement, je ne parlais pas anglais, ce qui m'a fait défaut. Donc vraiment, tous les parents qui écouteront ce podcast, tous les enfants ou voilà, les personnes qui disent ça, mettez-vous à l'anglais, vraiment, il n'y a pas d'âge pour pouvoir apprendre, c'est très, très, très important. Et je suis arrivé là-bas, donc en fait, j'habitais à 5 mètres de mon camp d'entraînement et je faisais le camp d'entraînement. Je finissais, boum, je jumpais dans mon hôtel. Je parlais à personne, je levais juste la tête pour dire hey, salut, tu vois. Et les gens, ils se devaient dire, mais celui-là, il est fou, celui-là. Il parle à personne, il trace dans sa chambre, il ressort uniquement pour ses entraînements parce qu'après, je suis très, très, très discipliné dans ce que je fais parce que je sais que la discipline est très importante quand l'on veut faire quelque chose, que ça soit de l'ordre de son travail, de ses entraînements, d'une compétition, d'un défi, quelle que soit la chose, même à l'école, la discipline est très très importante. Et donc, je faisais ça, je parlais à personne, jusqu'à un moment donné où une personne qui était là, je me rappellerai toujours, qui s'appelle Chéri. Chéri, c'est un prénom anglais qui veut dire cerise hein, en français, et qui parlait français, qui m'a proposé en fait de m'apprendre l'anglais. Et à ce moment-là, j'étais tellement motivé parce que j'en avais marre en fait que tout le monde me tourne le dos entre guillemets et que je puisse pas participer à toutes les réunions qu'ils avaient le soir tranquille en fait chill tu vois autour d'un verre ou ce genre de choses. Et moi j'étais seul dans ma chambre et ce que je faisais en fait je continuais à regarder des films et des films et des films et voilà et j'ai mis 2 mois seulement à apprendre à lire, à écrire et à parler, à comprendre l'anglais. 2 mois seulement, alors que en des années d'école, j'ai jamais voulu. Comme quoi, vraiment, quand on a envie, ça peut aller très très vite. Donc ça a été, les débuts ont été plutôt durs, mais la suite a été juste incroyable. Alors Claude, cette discipline dont tu parles, dans la Légion étrangère, tu as dû la retrouver. Est-ce qu'aujourd'hui, ces codes que tu as pu rencontrer en Thaïlande, à la Légion, t'aident dans ton quotidien à ne pas lâcher, à aller jusqu'au bout? La Légion, c'est un peu ça. On te donne une tâche le matin. Si elle n'est pas réalisée, c'est jusqu'à ce que tu t'endormes qu'il faudra, on va dire, l'accomplir. Aujourd'hui, est-ce que l'abandon, c'est quelque chose que tu connais ou est-ce que quand tu entreprends un défi sportif, comme tu les as entrepris sur ces 4 dernières années, tu sais que tu iras jusqu'au bout parce que tu ne lâches jamais? Excellente question. Vraiment, c'est la première fois qu'on me la pose. Euh, J'ai envie de te dire, alors les gens, quand ils vont écouter ce podcast, c'est très important qu'ils gardent ça en tête. C'est que ce que je suis aujourd'hui, je ne l'étais pas hier. Ce que vous êtes, ce que vous serez demain, vous ne l'êtes pas aujourd'hui. Mais par contre, vous pouvez le devenir si vraiment vous le souhaitez. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que chaque personne qui écoute ce podcast garde en tête. Hier, j'étais un coureur du dimanche. Je faisais un 10 km en 1h15. Donc vraiment, j'avais pas du tout la condition. Voilà, même s'ils entendent là que j'ai quand même un certain passif,
en tant que boxeur thaï, parce qu'effectivement, on s'entraîne surtout dans les camps d'entraînement, c'est quand même du 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. Donc c'est 6 heures par jour, 6 fois par semaine. Donc oui, on acquiert une certaine chose, mais dans le cadre de la boxe, on a un certain souffle, mais qui doit tenir, on va dire, un souffle musculaire, puisque c'est un souffle qui est presque du surplace. On est sur un ring qui est très petit, c'est peut-être de l'ordre du 4 ou 6 mètres carrés maximum, mais c'est pas plus que ça. On va pas. Tu vas apprendre à essayer à courir pour essayer d'avoir un peu plus de souffle, mais ça reste vraiment sur des très courtes distances par rapport à ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je ne me permets pas de dire que j'étais un coureur hier, il y a 8 ans, ce qu'il faut, alors que j'ai vraiment commencé à courir il y a 4 ans et demi à peu près. Et ce qui est très important à retenir, c'est que la volonté, la détermination, l'endurance, la discipline que j'ai aujourd'hui n'est pas celle que j'avais hier. Il y a cette envie en fait de mettre en place une discipline et il y a la volonté que l'on a sur le moment et la détermination aussi. Faut voir un peu ce que l'on a vécu derrière dans notre enfance, dans notre adolescence. Qu'est-ce qui, quelles sont les personnes qui ont été autour de nous, qui nous ont peut-être dézingués parce que jalousie, parce que pour raison X ou Y. Tout ça fait qu'on est une certaine personne à un certain moment et dans le moment présent, je n'avais pas la volonté, je n'avais pas la détermination que j'ai aujourd'hui. J'en avais une parce que, encore une fois, j'avais un certain vécu. Comme tout le monde, j'ai vécu une enfance peut-être un peu particulière, mais, euh, mais qui m'ont permis de pouvoir avancer et de durcir un peu un certain personnage que j'ai voulu développer parce que j'estimais que j'avais besoin de ça à un moment donné. Et je vais pas dire que chaque personne est différente parce qu'on a quand même beaucoup de similitudes. Bien évidemment, on a chacun notre particularité, mais on a quand même beaucoup, vraiment, de choses que l'on va retrouver chez chaque personne. C'est d'ailleurs pour ces raisons-là qu'on a plus d'amitié ou plus d'affinité avec certaines personnes ou d'autres. Mais en revenant sur ta question, pourquoi elle est excellente? Parce que, oui, tout ce que j'ai appris au fur et à mesure m'ont permis de c'est comme si toutes ces intuitions en fait que j'avais eues et que chaque personne a à un moment donné dans sa vie, comme je les ai suivies, m'ont permis en fait de développer toutes ces compétences. Parce qu'il faut pas l'oublier, c'est pas des dons en fait, hein. La volonté, c'est pas un don, c'est une compétence. C'est une compétence en fait que l'on acquiert à force d'entraînement, à force de répétition. Ta volonté restera toujours la même en fait si tu n'essayes pas de trouver un moyen sportif ou autre de la développer. Même dans son travail, on développe sa volonté. Et moi, je pense que les meilleures façons, en tout cas dans mon histoire et dans mon univers, les meilleures façons de développer ma volonté et toutes mes compétences, c'est par la discipline, mais c'est surtout par la contrainte. Donc je pense qu'à un moment donné, on va y venir de tous ces entraînements contraignants que je m'impose, mais je pense sincèrement que c'est par la contrainte en fait que l'on choisit. Je dis bien que l'on choisit et pas que l'on est imposé par l'extérieur. Parce que il y a plein de choses que l'on vit dans notre quotidien où on n'est pas maître en fait de ce qui se passe, ni de de ce que l'on vit. Par contre, on peut dans nos entraînements choisir nos contraintes. Et je pense que ça fait une différence. Avant qu'on arrive sur ces entraînements, comment tu prépares tes défis? Qu'est-ce qui s'est passé il y a 4 ans et demi pour que tu sois bien dans tes pompes et que tu aies l'envie de courir là où quelques années auparavant, les médecins t'avaient dit, bah non, Claude, ce sera pas possible, tu ne pourras plus courir. Donc, ça fait 7 ans et demi aujourd'hui que je suis pas un coureur, je suis aussi un aventurier, un explorateur. En plus d'être un marathonien de l'extrême, aujourd'hui on dit même de l'ultra-endurance. Euh, il y a 7 ans et demi, donc, j'ai toujours travaillé, mais toujours. C'est-à-dire que je faisais passer le travail devant quasiment tout. Parce que on m'a toujours dit que le travail, en fait, permettait de. Et c'est vrai, dans un sens. Mais aujourd'hui, je sais que ne pas être dans ce système dans lequel on est,
peut permettre aussi de travailler et de gagner sa vie. Je pense que ça, c'est une chose qui est importante à dire et à entendre. On n'est pas obligé en fait d'être là-dedans pour essayer de trouver des solutions ou des réponses. On peut aussi sortir. C'est très difficile par contre de sortir d'un système et d'essayer de vivre à travers hors du système, mais c'est réalisable. Ça, c'est vraiment la première chose que je voulais dire. La deuxième chose, c'est que il y a 7 ans, je me suis dit, ok, maintenant que tu as toute cette expérience, et les gens vraiment pourront le lire dans le livre, de tout ce que j'ai pu acquérir jusqu'à là, qu'est-ce que tu peux en faire de tout ça? De toutes ces compétences que tu as développées, qu'est-ce que tu peux en faire? Encore une fois, tout ce que je dis, je le dis toujours à voix haute, parce que je trouve que c'est important que chaque cellule de mon corps, mon cerveau et même l'univers l'entendent. Pourquoi? Pour essayer d'avoir des réponses à l'intérieur, mais parfois aussi on a des réponses à l'extérieur. Voilà, les fameux signes que l'on peut voir ou entendre. Et à ce moment-là, en fait, j'ai une image qui me vient, je tiens à le dire, c'est un défi qui n'a jamais encore été réalisé. J'ai essayé, dans mes entraînements, de le préparer, mais il n'a pas été réalisé, et tu vas voir quand je vais te le dire, tu vas le comprendre pourquoi. C'est une traversée de l'Antarctique qui est de l'ordre de 1500 km, faire 1500 km en fait, en moins de 54 jours. Ce record, c'est un Américain qui le détient, qui s'appelle Colin O'Brady. J'aimerais un jour pouvoir le réaliser. Je pense que je le ferai. En tout cas, c'est dans mes objectifs. Et donc, je me suis préparé physiquement, il y a 7 ans et demi, à traverser l'Antarctique. Qu'est-ce que ça impliquait? Ça implique que déjà, j'étais beaucoup plus massif. J'avais au moins une vingtaine de kilos de plus, musculairement parlant. Et je savais que pour préparer ça, être aussi massif ne pourrait pas m'apporter en fait ce dont j'avais besoin, c'est-à-dire l'endurance. L'endurance fondamentale où il faut vraiment en fait du fond, puisque c'est vraiment de la course de fond que de faire 1500 km en moins de 54 jours, comme ce que je fais encore aujourd'hui. Et donc, je décide et je choisis de perdre du poids, mais tout en m'entraînant très fort. Et donc, j'ai donné la ref tout à l'heure, les 10 km en 1h10, 1h15 de mon départ, où après 4 mois d'entraînement, 6 heures par jour, 6 fois par semaine, où je tirais une luge quasiment tous les jours. Je tirais une luge en bois de 5 kilos où je mettais du poids chaque jour. Je dis bien chaque jour, 6 fois par semaine. Je mettais du poids de 5 à 50 kilos dessus. En plus de ça, il y a des semaines où je mettais un masque d'entraînement qui simulait l'altitude. Alors je commençais à la base, comme tout le monde. Je pense qu'il faut toujours mettre vraiment les choses dans l'ordre. Faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Tu démarres à 0 et puis tu montes à 1000, à 2000, à 3000, ainsi de suite. Faut vraiment laisser le temps à chaque fois à son corps. Faut pas être pressé en fait quand tu vas faire de l'endurance quelle qu'elle soit, surtout dans la course à pied. Faut vraiment y laisser du temps. Alors pour certaines personnes, quand on réalise ce que je suis en train de réaliser moi, de traverser des pays, des continents en courant, ils te disent mais 4 ans c'est pas très long en fait pour pouvoir le faire. C'est pas très long parce que je me suis donné du temps dans mes entraînements. Qui fait 6 heures d'entraînement par jour? Pas beaucoup de monde, si ce n'est les coureurs de haut niveau, les sportifs de haut niveau, en fait, pas beaucoup de monde. Parce que les autres ont généralement un taf à côté et ils travaillent et ils vont courir après ou avant, voire après et avant, mais c'est seulement 1 heure ou 2 heures par jour, et les week-ends. Mais même ça, ça demande un surplus d'énergie où et il faut aller, aller dans le dépassement de son travail, le dépassement de soi. Alors que moi, j'ai décidé à ce moment-là de dire stop à mon travail et de me mettre à fond dedans. Alors oui, financièrement parlant, c'est très difficile. Heureusement que je suis accompagné dans la vie et que ma compagne travaille. Moi, j'ai des petits à côté qui me permettent aussi de rentrer un minimum de fonds, mais même là, ça reste très, très difficile parce que psychologiquement parlant, quand tu as une famille, tu sais que tu dois avoir t'as des engagements auprès de ta compagne, mais aussi auprès de tes enfants et auprès de toi-même parce qu'il faut pas t'oublier non plus. Et donc tout ça ne m'a pas arrêté.
Pourquoi? Parce que encore une fois, je suis mon intuition et mon intuition était sur l'Antarctique à ce moment-là et je devais absolument m'entraîner aussi fort pour essayer de réaliser ce défi. Malheureusement, je tombe dans les années où il y a eu le Covid, donc ça a commencé en 2019 et mais malgré ça, je m'entraînais très fort. Tellement fort qu'après 4 mois et demi, j'arrivais en dessous de la barre des 40 minutes pour 10 kilomètres. Quand tu fais le calcul et que tu fais un ratio où tu commences à 0 et 4 mois plus tard, tu arrives à 40 minutes, tu dis, il y est allé fort dans ses entraînements. Sans que tu ne rencontres la blessure de Bobo, tout ça dosé avec progressivité, en étant à l'écoute de ton corps. C'est ça. Ce qui est fort, en fait, dans le fait de cette évolution rapide, c'est que, encore une fois, faut avoir le temps. Faut prendre le temps aussi. Tu vois, 6 heures d'entraînement, 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi. En fait, j'ai repris, tu vois, tout à l'heure, tu m'as demandé, est-ce que ce que tu as appris avant, t'a aidé plus tard? Oui, effectivement. Cette optique de faire 3 heures le matin, 3 heures l'après-midi, c'est les entraînements que j'ai fait en Thaïlande. Cette optique d'avoir cette discipline quotidienne, c'est ce que j'ai appris à la Légion. Donc oui, effectivement, tout ce qu'on apprend dans notre passé, si on décide de le mettre en place dans notre présent, nous permet en fait de préparer notre avenir. Et moi, c'est ce que je fais quotidiennement, même aujourd'hui avec une blessure qui se remet très bien. J'ai une routine dont on parlera aussi certainement après, qui me permet en fait, même après blessure grave, parce que avoir une périostite, c'est une blessure grave, qui normalement est très longue à se soigner, eh bien, en ayant moi mes routines, que justement maintenant, dans du coaching, je donne en coaching personnel, privé ou en coaching en entreprise, voire que j'explique dans mes conférences et que j'ai écrit dans mon livre, permettent justement de pallier à quasiment toutes les blessures. Je dis bien quasiment toutes les blessures. Aujourd'hui, quand j'ai des gens qui font des burn-out, en fait, en amenant ces routines-là, en travaillant sur ce genre d'optique que les gens ne travaillent pas forcément, leur permettent en fait de décrocher sur certaines choses pour se raccrocher à d'autres choses. Et ça se joue sur plein d'autres sujets et thèmes. Et je reviens en arrière maintenant. Oui, ça m'a permis de pouvoir m'entraîner très fort et arriver à un certain niveau. Mais en sachant que j'ai démarré de zéro. On revient à ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Si je suis aujourd'hui là où je suis, c'est parce que j'ai commencé à un niveau zéro à un moment donné. Faut pas oublier que même si notre corps, chaque cellule, on a en fait la mémoire cellulaire pour tout type de cellules. Les tissus, les tendons, les muscles, tout, vraiment. Même le cœur. Le cœur aussi a une mémoire. Vraiment, il faut pas oublier ça. Ça, c'est vraiment très important. Ce qu'il est encore plus, c'est de se dire que, ok, ce que j'ai acquis hier, oui, même si tu as une coupure à un moment donné, d'un jour, une semaine, un mois, un an, tu vas pouvoir le récupérer, mais tu vas pas le récupérer tout de suite. Si tu as une coupure, aujourd'hui, même moi, les coupures que je peux avoir peut-être de une journée ou de 2 jours de repos, le lundi, quand je reprends ma course, je suis pas aussi à l'aise en fait que le vendredi quand j'ai arrêté. Et c'est normal parce que nos cellules en fait ont besoin de cette fameuse discipline. Donc aujourd'hui, comparé à ce qu'on disait hier, moi je dirais plutôt aux gens courez tous les jours, 7 jours sur 7. Par contre, dans vos jours de repos, courez 3-4 kilomètres. Vraiment, en étant à l'aise à votre allure. Pourquoi? Parce que nos cellules aujourd'hui ont besoin de garder cette endurance, garder cette discipline. Et c'est moi en tout cas la version que je propose dans mes accompagnements ou mes coachings en disant ok, vous allez récupérer. De toute façon, au bout d'un moment, faut pas oublier que notre cerveau, il a besoin de comprendre ce qui se passe parce que sinon il a des boutons d'alerte et quand il a peur ou quand il ne comprend pas ce qui se passe, il appuie sur ces boutons et là il vous fait bugger. Et si vous buguez, vous allez ressentir la peur, l'angoisse et tout ce genre de choses. Et c'est uniquement parce que vous allez être dans la répétition et dans l'entraînement de fond sur la durée que votre cerveau va comprendre en fait et va intégrer que
les 3-4 kilomètres que vous faisiez en entraînement, il y a peut-être 1 mois, 4 mois, 6 mois, doit être dans l'habitude. Si vous êtes dans l'habitude de vos entraînements, en fait, vous ne serez plus dans la dépense calorifique, la dépense énergétique, et vous serez plutôt en fait dans c'est comme toutes les choses que vous faites par habitude le matin, vous vous levez, vous marchez. Vous dépensez pas de calories en fait quand vous marchez, ou quasiment pas en fait. Quasiment pas. On est vraiment dans l'ordre de les gestes de réflexe. Et moi, c'est ce que j'essaye d'apprendre à mon corps à chaque fois que je vais partir dans mes entraînements. Je veux que ça se devienne un réflexe, mais pas un simple kilomètre. Je veux que mon 10 ou mon 20 kilomètres devienne un réflexe. Et on peut le faire en fait, on peut l'habituer. Par contre, il va falloir y aller vraiment très fort, très dur et très contraignant. Alors sur tes entraînements, Claude, comment tu procèdes? Tu parlais justement de routine. Est-ce que tu empruntes des circuits complètement différents à chaque fois? Ou mon petit doigt me dit qu'il y a une trace sur laquelle tu pourrais être la légende locale au bord du canal sur les sentiers? Comment tu mènes tes entraînements? Est-ce qu'on a un plan pour dire je vais traverser l'Europe, je vais remonter le Nil de sa source jusqu'à son embouchure? Comment tu as procédé pour ces différents défis? Et là, tu vas nous expliquer un petit peu quelle est ta routine pour Ouais. accomplir tous ces défis. Alors, ça va certainement. Alors, il y a quand même une chose importante, c'est que pour tous les, parce qu'il y a certainement des gens qui courent depuis plus longtemps que moi, qui vont écouter ce podcast. J'ai pas de coach. J'ai jamais eu de coach sportif. Jamais. Je suis un autodidacte et comme ce que je fais me rend heureux, j'ai toujours envie, j'ai toujours la volonté et j'ai toujours l'intention d'aller plus loin, plus fort, plus longtemps. Ça, c'est vraiment très important de garder ça en tête. Maintenant, ça veut pas dire que je connais tout sur la course. Vraiment, je te le dis en toute honnêteté, les gens quand parce que je l'entends, je commence à l'entendre beaucoup maintenant, la VMA, le machin, je savais pas ce que c'est jusqu'à il y a encore quelques jours. Je dis bien quelques jours, pourtant ça fait plus de 4 ans que je cours. Pourquoi? Parce que ça m'intéressait pas en fait d'aller vers ces choses-là, parce que j'avais d'autres choses en tête, d'abord à comprendre. Même si il y aura certainement des coachs sportifs qui vont écouter ça et qui vont dire mais attends, ça c'est la base, la VMA, on pose en fait un entraînement sur la base de ça. J'ai pas du tout appris ça et pourtant regardez, j'y suis arrivé. Donc même pour ces gens qui sont dans l'ordre du professionnel et qui vont certainement écouter ce podcast-là, ne vous dites pas qu'il n'y a qu'une seule voie pour arriver d'un point A à un point B, c'est faux. J'en suis la preuve. Donc, ayez un peu plus, on va dire, l'esprit ouvert, comme dirait Jean-Claude Van Damme, soyez un peu plus aware. Et donc oui, je ne connais pas tous ces points-là, mais j'en ai appris plein seul, par mes propres tests. Parce que depuis toutes ces années où je m'entraîne, en fait, j'ai testé énormément mon corps. Et ça, je pense que les gens qui veulent essayer de courir, à un moment donné, c'est ce qu'ils fassent. C'est ce qu'ils, il faut qu'ils passent par là, en fait. C'est très bien de pouvoir écouter telle ou telle personne, même moi qui suis en train de leur expliquer certaines choses. Hein. Mais c'est encore mieux si vous testez ce que vous avez envie d'essayer. Vous allez écouter peut-être Mathieu Blanchard parce qu'il va donner certainement des très bons conseils parce que c'est un ultra trailleur, un des meilleurs au monde, ou n'importe lequel, casquette verte avec qui j'ai discuté il y a pas très longtemps. Mais ils vont vous donner des conseils qu'ils ont fait, qu'ils ont intégrés, qu'ils ont vu, qui ont fonctionné sur eux et qu'ils ont vu qui fonctionnaient autour. Je vais pas dire que ça va pas fonctionner sur vous, mais essayez-le. Pourquoi? Parce que à chaque personne son intensité. Moi, je vais vous dire des choses qui vont fonctionner sur moi sur une intensité qui vont être plus ou moins haute par rapport à vous. Vous, peut-être que ça sera beaucoup plus bas, mais ça va quand même fonctionner, mais plus bas. Ou beaucoup plus haute. C'est pour ça que essayer soi-même, c'est très important. C'est comme savoir est-ce que je suis capable de boire en courant de l'eau plate ou de l'eau pétillante. Est-ce que je suis capable de manger en courant des choses qui sont plutôt liquides ou des choses qui sont beaucoup plus solides. Et tout ça, en fait, il faut pouvoir l'essayer. Et donc,
pendant mes entraînements, moi, de toutes ces longues années, je me suis essayé à plein de choses, mais toujours dans l'extrême. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, il faut savoir que votre corps réagit uniquement dans les extrêmes, pas dans le milieu, vraiment. Quand moi j'entends des gens qui disent que le monde n'est pas simplement blanc ou noir, moi mon univers, j'ai décidé de le créer uniquement dans cette nuance de noir ou de blanc, de positif, de négatif, de plus ou de moins. Les gens adhèrent ou pas, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur choix. Mais dans le mien, c'est comme ça que j'intègre mes entraînements et c'est comme ça que je propose aussi mes accompagnements et mes coachings. Pourquoi? Parce que je pense que comme pour l'extrême froid ou l'extrême chaud, on a besoin de passer par ces degrés d'intensité positif ou négatif pour voir comment son corps réagit. Si vous pensez que il y a une nuance grisâtre entre les deux, ok, faites vos entraînements dans cette intensité-là. Et vous verrez que le jour où vous allez faire une compétition à l'extrême chaleur, vous serez pas assez préparé pour ça. Par contre, si vous faites aussi dans l'extrême froid, où vous allez mettre de la cryo, vous allez mettre vous allez peut-être courir, on va dire au Canada ou dans tous les pays où on est à zéro ou en dessous de zéro. Là, vous allez vraiment découvrir comment votre corps réagit à ce moment-là. Est-ce qu'il on va dire, se glace assez vite? Est-ce que vous allez être en vasodilatation? Est-ce que votre cerveau va être gelé? Enfin, c'est uniquement dans ces moments-là. Et moi, je préfère entraîner mon corps dans ces extrêmes-là plutôt que rester en fait dans cette nuance grisâtre qui est entre les deux. Et justement, c'est parce que je suis dans ces extrêmes dans mes entraînements que ça me permet d'avoir des vrais curseurs en fait et de pouvoir entre guillemets à un moment donné pouvoir prendre des notes et me dire ok, ici sur ces entraînements j'ai ça. Et mes curseurs en fait ils sont tellement variés entre les entraînements où je cours avec mon masque, parce que le masque, pour tous ceux qui douteraient, puisque j'ai eu plein de gens, moi, à travers les réseaux sociaux, qui m'ont dit, mais le masque, ça fonctionne pas, ça va pas simuler l'altitude, ou alors tu rentres pas en hypoxie. Aujourd'hui, on n'a pas de statistiques réelles pour un masque qui permettent de dire que tu rentres réellement en hypoxie. Aujourd'hui, on n'en a pas. Il y a personne, entre guillemets, qui a de réels résultats scientifiques éprouvés et écrits. Je pense aujourd'hui que je pourrais être, en tout cas moi avec les données que j'ai, la personne qui prouve que justement ça fonctionne. Puisque je n'ai pas les moyens, personnellement, d'aller tous les jours à la montagne à 2000 ou 3000 ou 4000 pour pouvoir aller m'entraîner. J'ai pas les moyens comme ça. Donc comme je dis à mes enfants et même à mon fils avec qui je cours, si tu ne peux pas faire venir les montagnes à toi, si tu ne peux pas aller aux montagnes, fais venir les montagnes à toi. Le masque, moi, me permet en fait de pallier ce problème-là. Donc oui, je pense que je travaille beaucoup. Le masque te fait travailler beaucoup les poumons, les muscles intercostaux, parce que vraiment, on va vraiment beaucoup travailler sur la cage thoracique, sur le travail aussi des muscles que l'on a à ce niveau-là. Et les développer, c'est très important, ce qui me permet d'avoir une grosse aérobie aujourd'hui. Vraiment, une très grosse cage. Euh, pourquoi je m'entraîne aussi en tirant en pneu? Parce que le tirage de pneus te fait travailler sur une force, sinon on travaille à court terme. Mais moi, tous mes entraînements, ils sont de l'ordre on va dire du 6, 8, 10, 12, 14, 16, voire même 21 km en tirage de pneus. Donc là, je fais de la force endurance. Et là, c'est très important quand l'on sait que l'on va faire un marathon par jour pendant plusieurs jours, parce que on va solliciter en fait les hanches, les genoux, les chevilles, la voûte plantaire qui est souvent oubliée alors qu'elle est très sollicitée, mais pas que. Les épaules, le dos, les bras, la tête, la nuque. Et justement, quand on va travailler à faire du tirage de pneus, on sollicite ces endroits-là, ces articulations et ces muscles et ces tendons. Je le fais autant en marche. Si je le fais en marche, je vais essayer d'aller beaucoup plus loin, que je le fais aussi en course à pied. Pourquoi? Parce que quand on court
même si c'est une petite course très légère, hein, en trottinant, quand on court avec un pneu, c'est toujours beaucoup plus dur parce que le pneu, en fait, a cette adhérence sur le sol, surtout sur le goudron, qui va amener une résistance. Et si j'en viens à parler de résistance, c'est parce que beaucoup de gens parlent de l'effort, en fait, et de travailler sa force, et on oublie souvent la résistance. La résistance permet à ton corps et à chaque cellule de durer plus longtemps. C'est pas ta force, c'est ta résistance. Et après, l'autre entraînement, un autre entraînement que je fais aussi, en plus du masque, du pneu, c'est le gilet lesté. Je mets donc une contrainte en fait donc sur mes épaules et je suis beaucoup plus lourd. Je suis beaucoup plus lourd et donc j'habitue mon corps en fait à avoir cette contrainte du poids et donc je suis ralenti par ce poids, comme une personne en fait qui pèse plus lourd que moi. Et maintenant, fondamentalement et surtout, on va dire psychologiquement, physiologiquement, pourquoi je fais ça? C'était ma question. Est-ce que tu as des personnes qui disent, mais Claude, pourquoi tu t'infliges tout ça? Ouais. Pourquoi ces accessoires, ces contraintes, comme on l'évoque depuis tout à l'heure? Je me suis rendu compte, surtout quand à un moment donné, je me suis dit que j'avais besoin de partager ce que je faisais sur les réseaux sociaux et après en coaching, tout ça. Je me suis rendu compte que je pouvais allier dans mes entraînements, et les gens peuvent le faire chez eux aussi, ce que l'on vit dans notre quotidien, tout en m'entraînant pour préparer un défi sportif ou pouvoir être à l'aise tout simplement dans ma tête, être à l'aise dans ma vie, être heureux, voilà, tout ça. Je vais faire les apartés avec les 3 exemples que je viens de donner. Si je mets un masque dans mes entraînements, bien sûr, c'est pour gagner en aérobie, pour gagner et travailler en hypoxie, mais c'est aussi parce que dans la vie du quotidien, moi, comme tous les autres, on a des moments où tu vois, on est en manque d'oxygène, on se sent étouffé par on va dire un moment que l'on vit ou que l'on a vécu dans notre vie et qui est très difficile. Donc, du coup, on a ce stress et cette angoisse. Le masque, en fait, permet de pallier à cette angoisse, à ce stress que l'on vit dans notre travail, dans notre couple, avec nos enfants. Et voilà. Donc, vraiment, il y a cet aspect philosophique et en même temps cet aspect physique. Donc, le masque m'apporte ça. C'est une des raisons pour lesquelles je travaille et je fais travailler les gens aussi avec le masque. Le gilet lesté, on a tous ressenti dans notre vie à un moment donné ce poids que l'on a sur nos épaules, que l'on nous a imposé. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de choix que l'on s'impose. Je préfère à un moment donné me dire que je choisis la contrainte dans mon quotidien plutôt qu'on m'impose une contrainte, ce que l'on vit au quotidien dans son travail ou parfois même dans son couple. Et on va accepter dans son travail et dans son couple ces contraintes-là, mais qui sont quand même pesantes sur nos épaules. Du coup, quand tu te l'imposes toi physiquement avec un gilet lesté, où ta chair et tes cellules subissent cette contrainte que tu choisis, au moment où tu finis ta séance et où tu l'enlèves, tu te sens plus léger. Et c'est comme ça en fait que j'amène donc mon coaching et mes entraînements parce que j'ai envie de me sentir à l'aise en fait. J'ai plus envie de sentir ces contraintes que j'ai dans mon couple, dans ma vie de famille ou dans ma vie de travail. Et donc en le faisant comme ça en fait, soit je l'ai plus parce que je suis habitué à, ou soit je l'ai, mais si je les ai en fait, elles me paraissent tellement petites contrairement à avant parce que j'ai été habitué à quelque chose de beaucoup plus lourd physiquement. Et faut pas oublier que le corps dans lequel on est, ce vaisseau, est lié à notre cerveau et surtout il est lié à notre âme. Et chaque douleur que notre corps va ressentir, notre cerveau va le ressentir aussi. Et nous, à l'intérieur, nous ressentons en fait cette tristesse, nous ressentons ces douleurs, cette souffrance. Donc, je choisis en fait par la contrainte de faire souffrir mon corps, d'avoir ces douleurs physiques qui vont générer bien évidemment des douleurs psychiques et psychologiques, mais qui vont me préparer aussi à gagner en confiance et à travailler sur ma volonté
on en revient à cette compétence que l'on va réussir à développer et à ma détermination. C'est vraiment en fait un travail de fond. C'est pas juste un travail de forme, c'est vraiment un travail de fond. Et le dernier, le tirage de pneus. Pour moi, c'est un peu un des plus symboliques parce que, pareil, on a tous eu dans notre vie des gens, volontairement ou involontairement, qui nous tirent vers l'arrière. Et le pneu, en fait, nous donne cette sensation d'être ralenti. Et ça, c'est un travail de fond que je fais moi avec les gens que j'accompagne parce que je trouve que c'est vraiment très important qu'ils puissent, que leur chair, parce qu'ils l'ont ressenti psychologiquement parlant, et ils se retiennent en fait. Et là, en fait, par la chair et par la dépense physique, tu vas pouvoir en fait extérioriser et pouvoir ressentir que tu vas pouvoir pour une fois en fait te libérer une fois que tu enlèves cette contrainte-là. Donc voilà pourquoi en fait je le fais de cette façon-là et je terminerai par un dernier entraînement qui, puisqu'on en a parlé en off et ça me revient à l'idée, c'est le travail de la rétrocourse. La rétrocourse, c'est quoi? C'est de la course en marche arrière. Pourquoi je fais beaucoup de travail en rétrocourse? Pourquoi il est important de travailler et même de le faire quand on est en compétition ou en défi? C'est-à-dire que si vous un jour vous faites un 10, un 20 ou un marathon, ou voire même un ultra, essayez-le, vraiment, ne serait-ce qu'un entraînement, et vous verrez que ça fonctionne. Quand à un moment donné, vous êtes dans votre course et que vous avez des douleurs, hanches, genoux, chevilles, retournez-vous. Retournez-vous, sincèrement. Courez 100 mètres, 200, 300, 400, 1 kilomètre, même s'il faut. Faites-le sur du plat, bien évidemment. Et vous verrez que il est possible, à un très fort pourcentage, que toutes les douleurs que vous avez en marche avant, vous ne l'ayez plus en marche arrière. Du coup, quand vous allez reprendre votre posture vous allez être soulagé. Parce qu'en marche arrière, vous sollicitez pas les mêmes muscles qu'en marche avant. Et c'est une des raisons, en fait, pour lesquelles moi, je cours en marche arrière. Pour préparer ça, mais plus loin que ça. À un moment donné, je me suis dit, focalise tes entraînements et essaye de visualiser un entraînement à 360 degrés. Quand on s'entraîne en général, la plupart des gens, j'ai envie de dire un 80, peut-être un 90% des gens, quand ils s'entraînent en marche avant, ce qui est tout à fait normal parce que tu prépares quelque chose, tu es en marche avant. Pour moi, ça c'est une erreur parce que tu travailles en fait que sur cette face, sur tes 180 degrés de devant. Mais tes 180 degrés de derrière, tu vas les travailler uniquement sur des entraînements spécifiques. Mais pas dans un entraînement, on va dire, logique, que les gens devraient faire. Si tu le fais, tu vas découvrir en fait que tu vas solliciter des muscles. Alors en y allant progressivement, hein, c'est toujours pareil. 500 mètres aujourd'hui, 1 kilomètre demain. Moi, j'arrive à faire des 10 kilomètres en fait en marche arrière. Alors oui, tu peux peut-être passer pour un fou, mais je m'en fous. Puisque moi, ça me prépare. Et surtout, ça va m'apporter une structure arrière de tout mon corps, du haut jusqu'en bas, qui va être tellement solide que derrière, quand je vais reprendre mon entraînement en marche avant, devant, je suis très développé, mais derrière aussi. Du coup, j'ai une structure qui est vraiment très forte et très solide et très dense. Claude, dans tous ces entraînements, on parle donc du côté physique, de ce que tu entreprends, tu l'as dit, entre 3 6 heures par jour. Qu'est-ce que tu mets en dehors? Ces à côté, tous ces périphériques qui vont entrer également dans la stratégie de récupération, de préparation du corps à l'effort. Quelles sont tes routines de ce côté-là? Alors, il y a une routine que j'ai commencé à mettre en place depuis, on va dire presque depuis le début, donc les quatre dernières années, mais qui s'est développée au fur et à mesure, tu vois, ce qui est tout à fait normal. À un moment donné, je pense que les gens, quand ils essayent des choses, il faut qu'ils puissent essayer plein de choses, mais qui à un moment donné prennent ce qui leur va, ce qui fonctionne pour eux, tu vois. C'est comme moi, ce que je vais dire là maintenant, essayez peut-être dans son entièreté, mais si dans son entièreté, vous décidez de choisir que la moitié ou que un tiers, en fait, vous faites ce que vous voulez. Juste écoutez-vous, écoutez votre corps, écoutez ce que vous avez besoin à un moment donné. Aujourd'hui, vous pouvez avoir besoin que d'un quart et peut-être demain, vous allez avoir besoin de l'entièreté. Donc, je me suis dit qu'une routine quotidienne pouvait certainement être la meilleure des réponses pour pallier plein de choses.
et pour prévenir, parce qu'il y a beaucoup de prévention en fait dans les routines quotidiennes. Donc du coup, je me suis imposé dans ma routine quotidienne, chaque matin où je me lève, et mes enfants en fait le font maintenant depuis plus d'1 an. Et je vois que leur quotidien a totalement changé. Leur quotidien sportif, leur quotidien physique, mais surtout leur quotidien scolaire, même, c'est-à-dire même à l'école. Ils sont beaucoup plus à l'aise, ils sont beaucoup plus, on va dire, ils extériosent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus apaisés. Donc qu'est-ce que j'ai mis? Quand je me lève, la première chose que je fais, c'est une douche froide. C'est-à-dire que même toutes mes cellules viennent à peine d'émerger, boum, eau froide. Une douche froide. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir réveiller mon corps, en fait, dans dans la meilleure condition possible. Et déjà, et les gens vont me dire, mais moi, tu sais, c'est très difficile, les douches froides et tout. C'est vrai que c'est ce que j'entends très souvent. Sauf que, comme vous êtes au réveil, le temps que vous émergez, vous allez sous votre douche froide, elle sera beaucoup plus facile que si vous attendez un peu plus tard, vous serez beaucoup plus éveillé. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous allez favoriser beaucoup de choses au réveil quand vous faites une douche froide, que vous avez besoin pour le début de votre matinée, le reste de votre journée. Vous allez votre cerveau sécrète beaucoup de choses. Donc pour tous les gens, je vais pas les lister parce que vraiment c'est juste énorme la liste de la douche froide, tout ce que ça procure. Les gens, ils vont tout simplement regarder sur internet et vous allez avoir une liste qui est juste incommensurable. Et derrière, après ça, je pars faire ma routine d'assouplissement. Je dis bien assouplissement en premier, pas étirement. Un étirement va être quelque chose des amplitudes très dures et très fortes. Moi, je préfère y aller en douceur. C'est-à-dire que j'y vais, mais vraiment avec une souplesse, avec une douceur dans mes gestes. Tout ça, le début de cette routine, je travaille que en respiration. C'est-à-dire ce ne sont que des respirations profondes. Pourquoi? Pour une simple raison. Nos cellules musculaires, tendineuses, articulaires ont besoin d'oxygène. Notre corps a besoin d'oxygène. Quand vous êtes dans la respiration profonde, en assouplissement et donc en douceur, vous allez permettre en fait, pendant que vous étirez, d'oxygéner. Et quand vous relâchez, vous êtes dans un relâchement sincère. Le relâchement sincère permet justement de décontracter tous les muscles dans leur entièreté et donc d'essayer de retrouver un peu toute cette souplesse que vous avez plus parce qu'on se raidit avec le temps. C'est la première chose, c'est la deuxième chose que je fais après la douche froide. Après l'assouplissement, en fait, je fais une routine articulaire où je vais travailler justement les basiques. Les hanches, les genoux, en fait, partout il va y avoir des articulations, les épaules, les poignets, le cou, voilà. Pourquoi? Parce que, pareil, avec le temps, on perd de l'amplitude. On est beaucoup plus... par exemple, j'ai vu beaucoup de gens, moi, qui n'arrivaient pas à aller derrière au niveau des épaules. Les hanches, ça craque quasiment tout le temps. Enfin, et ce genre de choses. Je pense qu'en fait, ça, ce sont des choses que l'on devait faire depuis tout petit, que l'on devrait garder toute notre vie. Si on faisait ça, je pense qu'on aurait beaucoup moins de problèmes au niveau des articulations en grandissant et surtout en vieillissant. Donc c'est pour ça qu'après, il y a la mobilité articulaire. Et je termine par de petits renforcements musculaires. Je dis bien petits renforcements musculaires. Pourquoi? Parce que on a besoin de garder, on va dire, une certaine force musculaire. Avec l'âge, on perd du muscle. Ça, tout le monde le sait. Ce qui permet justement de garder sa souplesse, garder ses amplitudes et garder son muscle. Et les trois connectés, les trois liés ensemble, en fait, c'est pour moi la meilleure fusion et la meilleure complicité dont on peut avoir, dont on a besoin quotidiennement, même si on ne fait pas de sport à l'extrême, juste du sport parce qu'on fait un sport quel qu'il soit, et que l'on devrait utiliser le matin à son réveil. Donc moi je fais ça, et puis une fois que j'ai terminé ça, en fait là je pars sur les entraînements donc, que j'ai cités tout à l'heure, qui vont être très denses et très intenses. Et si je devais donner une dernière routine, ça serait de faire une douche froide aussi le soir avant d'aller se coucher.
puisque on sécrète de la dopamine, ce qui nous permet en fait de pouvoir avoir un meilleur sommeil le soir avant d'aller se coucher et d'avoir une meilleure récupération, puisque tu me demandais pour la récupération. Pour moi, les douches froides, c'est quelque chose qui est sous-estimé et que l'on devrait faire pas uniquement après une séance de sport, mais justement avant une séance de sport. Après, très bien, tout le monde peut le garder, mais avant la séance, c'est très important. Une douche ou même il y a des gens qui vont courir très fort, qui vont faire des très grandes distances ou avoir des entraînements très forts. Faites un bain froid avant et après. Si vous faites votre bain froid avant, en fait, vous allez refroidir la machine tellement que quand vous allez la chauffer, elle va pas arriver au degré d'extrême où vous allez solliciter ou peut-être vous blesser à un moment donné. C'est pour ça que je favorise les douches froides au minimum, si on n'a pas des bains froids, mais au moins la douche froide avant, pour refroidir bien comme il faut, pour essayer de ne pas arriver à un seuil où on va avoir la blessure, où on va avoir des inflammations qui sont trop grandes et cumulées, puisqu'on a un autre entraînement le lendemain. Donc c'est la raison pour laquelle le froid, pour moi, il est sous-estimé, on devrait en faire beaucoup plus. Claude, dans tout ce que j'ai observé, dans tous les défis que tu as pu réaliser, tu pars en étant seul, sans assistance. Mais il y a toujours une cause humanitaire, solidaire autour de tes défis. Pourquoi ce fonctionnement déjà seul est toujours accompagné finalement? Là, tu disais tout à l'heure, je tire le pneu, mais en fait, là, c'est des gens qui vont venir avec toi indirectement par ces différents défis. Ça a été le cas au niveau de cette remontée du Nil où tu as apporté des médicaments pour les populations. La Turquie, par rapport au séisme qui avait eu lieu, mais il y avait une traversée de la France en courant pour le cancer du sein. Pourquoi toujours ce côté solidaire, humanitaire et solo sans assistance? Il y a 7 ans, donc quand j'ai commencé, je faisais tous les entraînements, même l'Antarctique, au début, c'était que pour ma gueule. Alors, pourquoi j'ai pas fait l'Antarctique depuis? Parce que au niveau financier, ça coûte une blinde en fait de partir là-bas. Donc voilà, je voulais juste recontextualiser parce que je l'avais pas dit tout à l'heure. Et donc je faisais ça pour ma poire, c'est-à-dire c'est vraiment par ego que je me suis lancé ce défi. Je me suis dit, ben, en fait, ce que les gens il faut qu'ils se disent et se focalisent, c'est si une personne l'a fait avant vous, vous pouvez le faire aussi. Il y a rien qui vous différencie, si ce n'est les heures d'entraînement et de répétition qu'une personne va avoir par rapport à vous. Pour moi, c'est la seule différence qu'il y a entre moi et les gens qui vont écouter, qui n'ont pas fait une traversée de la France, de l'Europe ou voilà, que sais-je. C'est la seule différence. Et donc, par ego, je me suis lancé des défis où j'ai couru pendant 24 heures sur un tapis de course, où j'ai fait du vélo aussi pendant 24 heures, et je réussissais mes défis. Et à un moment donné, j'ai eu mon premier commentaire négatif, un hater sur les réseaux sociaux, qui me dit, mais qui dans le fond avait quelque chose de positif. Je vais pas dire les insultes qu'il m'a dites, mais je vais aller dans le fond. Surtout, il m'a dit en gros, arrête de faire ça pour ta poire et fais ça pour des causes. Et là, je me suis dit, c'est vrai que j'ai été quand même assez égoïste là sur ça. J'ai quand même fait beaucoup de choses par ego. Je réussissais, hein, et je te jure, je me voyais là. Et je me disais, putain, mais j'ai réussi à aller sur des stratosphères, des 24 heures vélo, 480 km en 24 heures. Jamais de ma vie j'avais fait ça avant, quoi. Tu vois, c'est juste, en plus avec un masque, hein. Donc, ouais, c'était vraiment, au moment où j'ai commencé à courir ou à faire des choses pour une cause ou pour des gens qui en avaient besoin, c'est comme si là, j'avais débloqué une porte. J'avais ouvert une porte, en fait, de l'horizon infini. J'ai commencé ben voilà, à faire le Nil, donc c'est plus de 6000 kilomètres, hein, le Nil, en faisant en 4 mois et demi, c'est 135 jours environ. La France, ça a été 28 jours de marathon. Oui, il y a eu une blessure, mais je suis quand même allé au bout. L'Europe, c'est 83 marathons, 83 jours. Oui, pareil, il y a eu des blessures, mais je suis allé au bout. Et pourquoi j'y suis allé au bout? Pourquoi j'ai décidé à un moment donné de mettre ces causes? Un, parce que j'avais envie d'essayer, de courir pour une cause, parce que je trouvais que c'était aussi
dans mon intérêt, dans l'intérêt des autres, de montrer l'exemple et de dire, ok, ben, c'est bien de faire les choses pour soi, mais c'est encore mieux de faire les choses pour les autres. Sauf que quand j'ai compris que à chaque cause ou personne pour qui je cours aujourd'hui, euh, même si les gens ne savent pas que je cours pour eux, parce qu'il y en a certaines personnes qui le savent, comme là l'Irlande, Emma Fogarty savait que je courais pour elle, parce que je l'avais contactée, on avait discuté et tout ça. Autant pour la Turquie, les gens ne savaient pas en fait que je courais pour eux. Ils savaient pas en fait qu'il y avait un Français il y a 3 mois en arrière, puisque je suis arrivé, 2 mois en arrière, ne savait pas qu'il y avait un Français qui était en train de traverser toute l'Europe pour rejoindre la Turquie et récolter des fonds et essayer de leur apporter ce qu'il pensait ne plus retrouver, c'est-à-dire de l'espoir. Dans quel état je me mets quand je fais ça? En fait, comme je suis quelqu'un qui fait les choses par moitié, je me mets pas une pression où je me dis tu te dois, tu vois, tu peux pas. Je me dis pas ça. Je me dis il en va en fait de la vie des gens si si je ne vais pas au bout en fait. En fait, c'est même pas si je ne vais pas au bout, c'est mieux que ça. Et je pense que c'est ça qui va faire la différence entre vous et les autres, entre nous et les autres. C'est de se dire je finis ma journée. Je suis obligé de terminer ma journée de course parce qu'il en va de la vie de certaines personnes qui en ont besoin. Juste de me dire ça chaque jour qui passe, ou chaque heure pour les gens qui vont courir un marathon, de dire ok, je dois tenir 1 heure. J'ai tenu 1 heure, je dois tenir 1 heure de plus et 1 heure de plus. Faut pas essayer de voir sa course ou son défi sur son entièreté d'entrée de jeu, parce que son entièreté c'est très loin, c'est très dur. Faut se dire ça étape par étape. Vraiment. Si tu sais que tu es capable de courir parce que tu l'as fait dans tes entraînements pendant 1 heure. Tu es capable de courir pendant 1 heure. Tu as fait 6 mois, 1 année d'entraînement et les 1 heure, tu les tiens. Eh ben alors, tu sais quoi? Ne t'adapte pas à ton terrain. Adapte ton terrain à toi. Et moi, c'est ce que je fais en fait dans mes défis. Quand je décide de courir pour ces gens qui ont tout perdu le 6 février 2023, en fait, j'ai 83 marathons à faire. Où je vais traverser j'ai traversé entre la frontière entre la France et l'Italie, où je suis monté à quasi 3000 d'altitude, seul, sans assistance, où j'avais plus de réseau. Donc j'avais, heureusement, Google enregistre, tu sais, ton tracé et te permet donc, si tu l'as pas éteint et si tu as toujours de la batterie, ça c'est très important, de pouvoir continuer le truc. Mais je l'ai fait. Pourtant, je suis pas du tout un habitué. Mon parcours, c'est le même trajet tous les jours, tu vois. Mais par les contraintes, j'ai habitué mon corps, si tu veux, à ressentir quasiment les mêmes effets que je pouvais avoir en dénivelé positif. C'est pour ça que j'ai une résistance à toute épreuve presque et une aérobie qui me permettent en fait de pouvoir récupérer très très rapidement, même quand je suis dans l'effort. Et, et quand j'ai compris tout ça, je me suis dit, je pense que aujourd'hui, je ne vois pas un seul de mes défis sans qu'il y ait une cause. Tu sais pourquoi, Sébastien, aujourd'hui, je ne vois plus ça? Parce que quand tu cours pour une personne ou pour une cause, tu sais que à un moment donné, ton action, parce que nous sommes une énergie, ton énergie, plus elle est en mouvement, plus elle brille. Plus tu brilles, plus tu fais briller en fait les personnes et les causes pour qui tu cours. Moi, c'est ce que j'ai envie de faire. Je veux faire briller les gens et les causes pour qui je cours. Je veux pouvoir être en fait un pont entre ceux qui peuvent aider et ceux qui en ont besoin. Parce que aujourd'hui, dans le présent dans lequel on parle et où on fait cette interview, je suis capable d'eux. Et tant que je suis capable d'eux, je veux pouvoir amener toutes ces belles énergies, tous ces gens qui ont des maladies ou une vie très difficile euh, ou qui ont vécu une catastrophe, à se dire que il y a de l'espoir. Il y a toujours de l'espoir. Et c'est la raison pour laquelle je cours aussi avec la tenue de Forrest Gump et que tu vois, je l'ai là pendant cette interview. C'est parce que pour moi, Forrest Gump,
Tom Hanks dans le film, il incarne en fait cet espoir, il incarne en fait cette honnêteté, cette sincérité en fait dans ses mots et dans ses actions. Et c'est ce que j'ai envie d'être aujourd'hui et demain. Et si je peux terminer ma vie en faisant ce genre de choses, même si je suis pas le plus connu dans le monde, je m'en fous. Pour moi, mes actions, elles valent plus que les followers. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, Claude, de douter à certains moments dans la préparation ou dans la réalisation des défis? Dans la préparation, oui. Dans les défis, jamais. Tu sais pourquoi? Parce que dans ma préparation, je cours pour les autres, je me prépare pour courir pour les autres, mais j'ai pas de cause, j'ai pas de personne, si tu veux. Donc c'est pour ça que dans ma prépa, il est possible que je doute parfois, tu vois. Aujourd'hui, beaucoup moins qu'avant, certainement. Tu vois, ça va peut-être sur un entraînement de 1 an pour préparer quelque chose, ça va être de l'ordre de une fois ou deux dans l'année. Et plus j'avance, et moins il y en a. Et c'est normal. Parce qu'on est de plus en plus sûr, on gagne en assurance, on gagne en confiance. Sans oublier que jamais rien n'est acquis. Ça, c'était très, très important. Mais pas dans mes défis. Jamais dans mes défis. Je ne doute jamais dans mes défis. Pourquoi? Parce que je sais pour qui et pourquoi je cours. Là, pour l'Irlande, c'est vraiment une anecdote réelle. Pour l'Irlande, en fait, j'ai construit ce défi et j'ai créé ce défi avec une amie qui est une Française qui habite en Irlande et qui a vu comment Claude Caz réfléchit et comment Claude Caz laisse les choses arriver tout en le demandant autour de lui. C'est-à-dire que dans mes aventures où je traverse les pays, en fait, j'ai un parcours que je prévois, ça n'a aucun problème parce qu'il faut quand même prévoir un minimum, mais je ne sais pas où je dors. C'est-à-dire que je pars le matin, je ne sais pas si je vais avoir un hébergement le soir. Et pourtant, sur les 83 jours de marathon, j'ai toujours eu un hébergement. Alors oui, ça a été soit parce que je l'ai trouvé dans un hôtel ou dans une chambre d'hôte, mais s'il n'y avait pas, parce que dans certains endroits, il n'y a ni l'un ni l'autre, ben, je toquais chez l'habitant. Et les habitants chez qui je toquais m'ouvraient la porte. Donc il y a aussi cette confiance en fait en l'autre. C'est pas de l'altruisme, c'est plutôt, je dirais, un lâcher prise, un croire en fait. C'est une foi, c'est de la foi en fait en l'autre. De se dire que il y a pas que de la malveillance. Et crois-moi, de la malveillance, j'en ai vécu sur le Nil et même en Turquie. Hein. J'ai eu un jour une heure de malveillance. J'ai été agressé autant sur le Nil qu'en Turquie. Sur le Nil, ça a été à la machette. En Turquie, ça a été au couteau. Est-ce que j'ai lâché? Non. Est-ce que j'ai douté de ce que je faisais? Non. Est-ce que j'ai toujours eu cette volonté de continuer pour apporter ce que j'ai envie d'apporter? Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui sont plus grandes que nous à un moment donné. Est-ce que je prends des risques? Oui. Est-ce que j'en suis conscient? Oui. Est-ce que ma famille le sait? Oui. Est-ce que je suis totalement transparent avec elle quand je vais faire ce genre de choses? Oui. Maintenant, comme je dis à ma famille, et là ça va peut-être très dur de l'entendre pour certaines personnes, je suis un papa, donc je suis un parent, je suis un compagnon, mais je suis aussi Claude Caz, ma personne. Parce qu'avant d'être un parent, avant d'être un compagnon, j'étais simplement un homme. Et les gens, il faut pas qu'ils oublient qu'ils sont aussi cette même personne. Donc que tu fasses des choses en tant que parent, que tu fasses des choses en tant que compagnon, frère, cousin, il n'y a pas de souci. Et c'est normal. Mais il faut que tu fasses des choses aussi pour toi. Et moi, quand j'ai ces intuitions qui me disent d'aller faire tel ou tel défi dans tel pays ou pour telle cause, en fait, j'y vais parce que je sais qu'il faut que j'aille les vivre, ces expériences-là. Parce que je vais rencontrer des belles personnes ou des mauvaises. Mais même dans ces mauvaises personnes qui vont m'agresser pour avoir de l'argent, parce que c'est quasiment tout le temps ça, à chaque fois qu'on va essayer de nous agresser, vont peut-être à un moment donné vivre une expérience qui vont leur permettre de se dire ce que j'ai fait c'est mal, tu vois. Donc toi tu dois vivre des choses et eux doivent vivre d'autres choses. Et moi j'accepte en fait de vivre ces choses-là, de prendre ce risque-là, parce que je sens qu'il faut que j'y aille et j'y vais. Et jusqu'à présent, effectivement, j'ai
dans l'entièreté, j'ai eu du 98-99% que des belles choses, des belles expériences, même si les 2% ont été presque aussi intenses que les 98. Tu parlais, Claude, de tes enfants tout à l'heure. Qu'est-ce que tu veux leur donner comme image de ce papa qui traverse les continents, qui réalise des défis? Est-ce qu'il y a une transmission que tu souhaites justement leur apporter à travers tout ce que tu mets en place dans ton quotidien et dans ces réalisations à travers la planète? Bien sûr. Première chose, je dirais que les parents doivent être des exemples pour leurs enfants. On a vraiment ce devoir d'exemplarité, quelle que soit la chose que l'on fasse, hein. Vraiment, hein, si on veut essayer d'avancer dans la vie et d'aller au meilleur dans les générations futures, c'est d'être le meilleur exemple pour nos enfants dans nos actions et dans nos paroles. Et j'espère, en tout cas, l'être moi dans ce que je fais. Moi, je suis beaucoup plus dans l'action que dans la parole, même si j'ai des mots qui vont essayer d'être dans ce sens. D'ailleurs, les interviews vont aussi dans ce sens. Mais pour tous les gens qui se disent que oui, mais toi, t'es différent, je suis pas différent. Croyez-moi, en ayant été un accidenté, et des accidents, j'en ai eu plus que ce que j'ai dit là. Dans le livre, les gens le découvriront. En étant voilà, asthmatique, ce genre de choses. Il y a deux choses pour lesquelles je donnerais un conseil aux gens en leur disant il y a deux choses qui sont très importantes que l'on a été et que l'on n'est plus avec le temps parce qu'on décide de grandir ou que les autres nous disent ben, c'est bon, maintenant t'es plus un enfant, grandis, t'es un adulte. Ben non. Moi, je leur dirais restez en partie des enfants. Parce que les enfants ont deux pouvoirs. Deux pouvoirs. Je dis bien pouvoir. Le premier, c'est des rêveurs. Continuer de rêver en étant un adulte permet de continuer à se challenger, continuer de se donner toujours des nouveaux objectifs. Les rêves sont des objectifs et les objectifs sont nos rêves. Donc, toujours rêver permet de toujours se challenger à un moment donné ou de toujours faire tout pour arriver à réaliser et à concrétiser ses objectifs ou ses rêves. Donc, être toujours un rêveur, c'est très important. Donc, toujours dans l'âme d'enfant. Et la deuxième chose, pour toutes les personnes et tu sais qu'aujourd'hui on en voit beaucoup sur les réseaux et autour de nous, qui vivent beaucoup dans le stress quotidien qui sont imposés ou qu'ils s'imposent tout seuls, les enfants ont ce deuxième pouvoir d'insouciance. Pourquoi c'est un pouvoir être insouciant? Pourquoi c'est important d'utiliser ce pouvoir-là? Tu prends un enfant en tant que parent, même toi, hein, si t'as pas d'enfant, tu as été un enfant à un moment donné. Quand tes parents t'ont puni en tant qu'enfant, souviens-toi, ça a duré 5 minutes. Puis t'es passé à autre chose et t'as continué à jouer. C'est de l'insouciance en fait. Pourquoi? Parce que on sait que c'est c'est pas très important en fait. Tu subis un stress à un moment donné, ok, c'est normal que tu aies de la tristesse, de la peine, de la douleur ou ce genre de choses, et tu dois l'avoir. Parce que si tu ne l'as pas, là tu vas avoir c'est là où c'est qu'il y a un problème à un moment donné. Mais ça ne doit pas durer plus de 5 minutes. Après les 5 minutes, c'est toi qui choisis en fait de faire durer la chose. Les enfants ont ce pouvoir de ne pas faire durer et de passer à autre chose. Si chaque personne faisait ça, on serait on serait plus empathique, plus compréhensif et moins rancunier. Et je pense que ça, c'est important donc de garder ces deux pouvoirs et de les mettre en avant. On le voit à travers ton exemple, l'aventure, ça commence à la porte de la maison. On peut, avec ses horizons infinis, avoir ses propres défis, micro-défis. Quel conseil tu pourrais donner aux auditeurs qui souhaitent se lancer dans l'aventure? Alors peut-être pas à ton échelle, mais avec leur propre vision des choses. Un défi peut-être local avant d'être de plus grande ampleur. Bien sûr, faut toujours viser petit au départ. Toujours.
Quand j'ai décidé à un moment donné de me dire que je voulais faire l'Antarctique c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est immense, 1500 kilomètres. Même l'Europe, traverser l'Europe, c'est juste énorme. Mais si tu regardes bien, avant de faire l'Europe, j'ai fait le France. Avant de faire le France, j'ai fait quelque chose de plus petit, où j'ai eu un échec. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais le dire en dernier, et les gens le découvriront dans le livre, c'est le Marathon des Sables. Marathon des Sables, je suis pas allé au bout. Et c'est très bien de vivre des échecs. On va pas faire un truc pour se dire je veux vivre un échec. Non. On fait la chose en essayant d'y arriver, mais si on vit un échec, c'est pas grave. Faut pas se focaliser sur cet échec. Faut se focaliser en fait sur pourquoi j'ai pas réussi à aller au bout. Qu'est-ce qui me manquait? Si tu te focalises uniquement sur ce qui te manque pour pouvoir accomplir ce que tu veux faire, en fait, c'est là où tu commences à avancer et c'est là où tu vas développer les choses. Donc tout ça pour te dire que j'ai commencé petit. J'ai d'abord voulu essayer d'être vu dans ma ville, dans ma région, dans mon pays, et après à l'international. Parce que c'est pas qu'il y a un ordre établi. Tu peux tout de suite aller dans l'ordre de l'international. Sauf que je pense, moi, que ça serait griller des étapes en termes de physique, de confiance, de volonté, et surtout, on va dire, d'exemplarité. Si tu fais quelque chose d'abord dans ton quartier, avant de faire dans ta ville, les gens dans ton quartier vont te voir avoir cette détermination et cette discipline, cette volonté. Et le cœur à faire quelque chose, que tu sois gros, maigre, comme moi je l'ai été, ou que sais-je, quel que soit le défaut que tu penses avoir, ou que tu as peut-être, mais que tu peux changer à n'importe quel moment de ta vie. Vois-le petit. Fais 100 mètres aujourd'hui, 200 demain, et ainsi de suite. Rajoute-toi toujours un tout petit peu plus chaque jour qui passe, et tu verras que si 1 kilomètre aujourd'hui te paraît difficile, demain, parce que tu auras fait 100 mètres, demain ça sera 900 mètres de moins à faire. Et ainsi de suite. Moi, c'est comme ça que j'ai construit tous mes entraînements. J'ai vraiment démarré très petit, mais très intense. Et c'est parce que j'avais décidé de mettre le temps et de prendre le temps. Tu as la casquette de Forrest Gump sur la tête. Le prochain projet, après tout ce qu'on a évoqué aujourd'hui, te conduira outre-Atlantique. Est-ce que tu peux en dire 2 mots et l'exposer aux auditeurs? En fait, pour toutes les personnes qui ont vu le film Forrest Gump, vont comprendre ce que je veux dire. Les autres qui ne l'ont pas vu, je vous invite sincèrement à aller le regarder. C'est un film qui est juste incroyable. Pour la petite info, il a été vu plus de 500 milliards de fois. C'est juste incroyable. Et traduit donc dans toutes les langues du monde entier. Dans le film, en fait, il se lève, Forrest Gump, il est assis sur un banc chez lui, il se lève, il est en chemisette et en pantalon, et avec la casquette que je porte ici, et les Nike Cortez, faut pas oublier Nike Cortez. Il se lève et il part courir. Il traverse sa ville, et il décide de continuer après la ville. Et il va en direction donc de l'ouest. Et il fait ça, en fait, il traverse les États-Unis 5 fois, d'ouest en est, ce qui fait l'équivalent de 25 000 kilomètres. Et lui, il le dit dans le film, il le fait en 3 ans, 14 jours et 16 heures. Et ce qui, au ratio, donne l'équivalent de 21 kilomètres donc pendant ces 3 ans et 14 jours et 16 heures. Moi, je peux pas partir 3 ans. J'ai des enfants, voilà, j'imagine, ma fille, elle a 14 ans, je reviens, elle en a 17, c'est pas possible, tu vois. J'ai quand même, pas ce devoir, mais j'ai cette envie de voir grandir mes enfants, bon. Mais si tu regardes bien, ces 3 ans qu'il a fait, c'était un semi. Moi, je me suis entraîné à faire des marathons par jour. Du coup, en fait, je fais plus, et donc, du coup, ça me permet de faire moins sur la durée. Ça sera plus les 3 ans, 14 jours et 16 heures, mais 19 mois de marathon. Ce qui sera l'équivalent de 595 jours de marathon en 595 jours de course. Comme tu me connais, je vais le faire pour une cause, même pour 2 exactement. Il y aura l'environnement et la santé, où je donnerai beaucoup plus de détails, bien évidemment, à chaque fois qu'on se rapprochera un peu plus du défi.
Mais voilà, donc ça c'est le défi pour 2027, été 2027 plus précisément. Mais avant, bien évidemment qu'il y en aura d'autres qui vont me permettre de toujours m'entraîner et me préparer à ce gros défi des 595 jours de marathon. Alors une petite citation justement de Forrest Gump qui disait « On peut dire beaucoup de choses des gens en regardant leurs chaussures, où ils vont et où ils sont allés ». Est-ce que tu valides cette citation ? Complètement. Alors, tu vois, tu mets cette anecdote en avant, ça me fait penser que pour la traversée de l'Europe jusqu'en Turquie, en fait, j'ai couru qu'avec une seule paire de chaussures. Ça ne s'est jamais fait dans le monde entier. Jamais. En tout cas, officiellement. Sur une traversée de l'Europe, ça ne s'est jamais fait, ça c'est sûr. Je suis le premier à l'avoir fait, une paire de chaussures qui fait 3486 km. Ouais. Où avant que je fasse ma propre réparation donc de la semelle en dessous, elle a quand même tenu 40 marathons d'affilée. Ce qui est énorme. Voilà. Donc oui, effectivement, en regardant la paire de chaussures, déjà une paire de chaussures en soi, on peut à peu près voir qui on a en face de nous, sur ce qu'elle aime, la couleur, ce genre de choses. Et si l'on rentre un peu plus dans le parcours donc des chaussures de sport, bien sûr que si on la regarde de face, mais surtout de derrière, on peut voir si elle court avec les pieds écartés, si elle court en dedans, si elle est plutôt en extérieur ou en intérieur, enfin voilà. Donc oui, effectivement, en regardant la paire de chaussures, on peut savoir à qui on a affaire. Claude, j'ai la traditionnelle dernière question du podcast. Qu'est-ce que tu aimes faire quand tu es à côté de tes pompes ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas de course à pied, pas d'entraînement physique. Quelle est ta passion ? Quels sont tes loisirs ? Tu l'as évoqué un petit peu en début d'épisode, je pense. Je geek sur une console. Je suis vraiment autant acharné sur les jeux ou les mangas, parce que je regarde aussi les mangas. Alors c'est vrai que c'est très particulier dans le monde de la course. Il y a pas de, en fait, on n'entend pas des coureurs qui disent que ce sont des geeks ou des gens qui aiment les mangas. Et moi, je suis vraiment en kiffance totale. D'ailleurs, j'ai toutes les semaines des mangas que je regarde pour éviter de me mettre en retard. Ou quand il y a des jeux, comme là, il y en a un qui vient d'arriver qui est juste extraordinaire, qui arrive et qui me font kiffer, quand j'ai mes pompes à côté de moi, en fait, je kick. Pour que les auditeurs viennent vers toi ou que peut-être des partenaires, des sponsors pour t'accompagner sur tes prochains défis te contactent, comment on peut faire ? Les réseaux sociaux, en tapant mon nom et mon prénom, Claude Cazes. Alors ça s'écrit Cazes, C-A-Z-E-S, et je suis partout. LinkedIn, Instagram, Facebook, TikTok. Donc vraiment partout et avec plaisir. Je réponds à tout le monde sur les réseaux sociaux. Et moi, je te remercie, Claude, d'avoir accepté l'invitation du podcast. Et quand je descendrai du côté de Béziers, clin d'œil à ma famille qui est présente là-bas, eh bien, avec plaisir de faire une petite sortie le long du canal. Avec plaisir et merci à toi pour l'interview. Et pour les auditeurs, eh bien, comme Claude, l'aventure commence devant le pas de votre porte. Et moi, je vous retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Bonne semaine à vous. Cet épisode avec invité sur le podcast À côté de mes pompes est désormais terminé. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. N'hésitez pas sur les différentes plateformes à venir échanger, à entamer la conversation. C'est un réel plaisir pour moi que de prolonger ces discussions. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast À côté de mes pompes. Hey, Ryan Reynolds here, wishing you a very happy half-off holiday because right now Mint Mobile is offering you the gift of 50% off unlimited. To be clear, that's half price, not half the service. Mint is still premium, unlimited wireless for a great price. So, that means a half day, yeah? Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.